Alors, dans la vidéo précédente, j'ai donné l'expression de l'équation du mouvement du pendule de pôle sous cette forme. Bien sûr, on a IZ phi de point, alors que phi est la déviation du pointeur blanc attaché au cylindre par rapport à sa position d'équilibre. IZ est le moment d'inertie du cylindre. Bien sûr, c'est le coefficient de torsion de ressort spirale. Alpha, c'est le coefficient de frottement dû au champ magnétique qu'on a créé dans les deux bobines, rappelez-vous. Et M0 sinus oméga de t était le moment de force appliqué par le moteur avec un bras sur le système. Bien sûr, on a fait les calculs. Alors, on a dit bien sûr que cette équation admet deux solutions. Solution sans second nombre, c'est-à-dire ce terme-là égal à 0, et la solution avec second nombre, c'est-à-dire la solution pas particulière. Et la fois passée, on a fait notre calcul et on a trouvé, on est arrivé à ce résultat-là. Voilà. Voilà, c'est le cas de... Voilà. On est arrivé à ce résultat-là. Avec A, c'est l'amplitude du mouvement, bien sûr de rotation, en fonction du cylindre, c'est-à-dire du pendule de pôle, en fonction de oméga. Oméga, c'est la pulsation du moment appliqué sur le système, bien sûr avec des zéros. C'est une constante qu'on a déjà déterminée en fonction de M0 et de Z. Avec bien sûr gamma, c'est le coefficient d'amortissement. Oméga 0, c'est la pulsation propre du système. Bien sûr, on a aussi trouvé ce qu'on appelle le déphasage entre le disque et l'excitation, c'est-à-dire la réponse et l'excitation, qui se trouve sous cette forme, tangente phi égale à 2 gamma oméga sur oméga au carré moins oméga 0 au carré. Voilà. Alors, on a écrit bien sûr la solution particulière du système comme ceci. Voilà, c'est l'amplitude. Voilà, fois sinus oméga t moins phi, puisque le système va osciller à la même pulsation que l'excitation oméga. Bien sûr, avec un certain déphasage qui lui-même est fonction de oméga, comme c'était le cas pour l'amplitude. Voilà. Alors bien sûr, on peut la solution générale de l'équation non homogène s'écrit sous cette forme. Bien sûr, c'est la solution particulière plus la solution voilà, la solution sans second nombre plus la solution particulière. Alors bien sûr, ici je déroule les trois cas, bien sûr pour les différents types d'amortissement, le cas d'amortissement. Bien sûr ici je donne le cas d'un amortissement très fort, où gamma est supérieur à oméga 0. Bien sûr c'est le cas, rappelez-vous, c'est l'équation sans second nombre pour un système apériodique, ici pour un système critique et ici pour un système oscillatoire mais amorti. Alors on rajoute toujours le même terme, à sinus oméga t moins phi, c'est la solution générale du système qui va évoluer dans le temps. Bien sûr, on peut à présent appliquer les conditions initiales suivantes au cas d'un amortissement faible. Voilà, j'ai choisi parmi les trois situations le cas d'un amortissement faible, mais vous pouvez faire les deux autres cas vous-même. Mais avant de faire ce calcul, je vous invite à aller au labo pour voir comment ça se passe pour un système amorti forcé dans le cas d'un pendule de pôle. Alors j'ai ici quelques vidéos que j'ai
fait moi-même dans le laboratoire, et je vous montre par exemple cette vidéo là. Voilà. Alors voilà. Alors ici je vous explique les démarches à suivre pour avoir le calcul, les mesures plutôt. Alors la première des choses, on va régler la tension délivrée par le moteur. Bien sûr, ici j'ai choisi une des valeurs 7,8. Voilà, je règle la valeur. Voilà, alors cette tension, vous voyez que c'est le moteur qui va exciter ce pendule. Alors vous allez pour cette valeur de tension une vitesse de la roue. Voilà. Et vous pouvez bien sûr avec un chronomètre ou autre chose mesurer la période de la vitesse. Bien sûr la période, c'est-à-dire le temps que peut faire un tour, cette roue là. Voilà, vous pouvez faire avec ce bras là. Voilà, et vous pouvez constater après, mesurer la déviation. Voilà, la déviation du pointeur blanc par rapport à ce zéro, c'est-à-dire l'équilibre. C'est en réponse à cette excitation, c'est-à-dire en réponse à un moment de force. Voilà. Voilà, ici, voilà, ici je règle la tension pour c'est-à-dire fournir un courant aux bobines qui vont produire le champ magnétique de freinage, qui va servir au freinage. Alors je peux choisir par exemple 4 volts, 6 volts, 8 volts, 10 volts, selon le cas que je dois étudier. Voilà. Et je laisse suivre voilà. Je constate l'évolution du mouvement du cylindre en fonction du temps. Alors, autre chose très importante, alors vous devez constater ici le comportement des deux pointeurs. Voilà, le pointeur blanc qui représente la déviation du cylindre par rapport à sa position d'équilibre, alors que ce pointeur en noir représente l'état d'évolution du moment de force appliquée sur le système. Et on voit bien que les deux pointeurs ont un décalage, bien sûr. Voilà. Sont un décalage, voilà, dans le temps, c'est-à-dire ils n'oscillent pas dans la même direction. Il y a un retard entre les deux. Voilà. C'est bien sûr le déphasage que nous avons déjà trouvé, c'est-à-dire l'expression dans le calcul. Voilà. On va y revenir en détail sur ce sujet-là. Mais avant de faire c'est-à-dire de continuer notre expérience, parce qu'on va y revenir, on va faire le calcul en appliquant les conditions initiales suivantes au cas d'un amortissement faible. Bien sûr, ici j'applique les conditions initiales dans le cas général, c'est-à-dire à t égale à 0, je vais supposer que à t0 le pointeur blanc était dévié d'un angle d'écartement du disque par rapport à sa position d'équilibre, et aussi on a à une vitesse, c'est-à-dire le système est poussé, bien sûr on donne une vitesse angulaire à t égale à 0, et voir comment le système va évoluer dans le temps. Bien sûr, c'est un calcul mathématique que vous pouvez faire vous-même, c'est très simple. Alors on remplace. Alors je dois remarquer ici que ça peut être une source d'erreur, c'est que vous devez remplacer ces conditions initiales dans la solution générale et non pas juste dans la solution particulière ou juste dans la solution sans second membre, mais c'est dans la solution générale. C'est pour ça que je prends par exemple le cas d'un amortissement faible. Alors je remplace t par 0 ici, ici, là, et je dois l'égaler à phi 0, ce qui me donne bien sûr l'équation 1. Bien sûr, maintenant la deuxième condition, je dérive et je remplace, et j'aurai cette expression là. Bien sûr,
je vais dérouler lentement la vidéo pour que vous puissiez suivre avec moi, parce que c'est juste un calcul mathématique. Voilà. Ça donne ça, puis ça donne ça, puis avec un réarrangement algébrique. Voilà, je peux par exemple diviser 3 sur 1 prime et j'aurai par exemple tangente θ qui est égal à cette expression. Voilà, c'est simple à suivre. Maintenant, je calcule C et j'aurai cette expression-là. Voilà, C. Alors, bien sûr, vous voyez que tangente θ, bien sûr, θ, c'est quoi? C'est le déphasage de l'équation son second membre. C, c'est l'amplitude. Voilà. Alors, vous voyez que θ et C dépendent de φ0, de A et de φ. Voilà. Puisque vous avez déjà tangente θ. Vous pouvez la remplacer ici et vous aurez C en fonction de θ et de A, bien sûr, et de φ. Alors, bien sûr, prenons par exemple les valeurs suivantes pour avoir un peu de concret. Alors, je prends par exemple, dans ce cas, oméga 0 égale à 1 radian par seconde, gamma égale à 0,5, puisque j'ai supposé que le système est faiblement amorti, alors 0,5 est inférieur à 1. Bien sûr, je prends M0 sur I, par exemple, 1 seconde par moins 1. Alors, j'excite le système à une pulsation oméga égale à 2 radians par seconde. Je prends oméga phi0, c'est-à-dire la déviation d'un angle, 1 degré, mais plutôt 1, voilà, c'est sans unité. Et je vais lâcher le système sans vitesse initiale. Voilà, sans vitesse initiale. Et j'aurai cette expression-là. Alors, vous voyez que A n'a pas besoin des conditions initiales pour que l'on puisse la calculer. Elle se calcule directement de l'expression qu'on a déjà trouvée après calcul. Voilà. Et je remplace bien sûr 1 sur 9 plus 4, vous aurez 0,277. Alors, je rappelle que là, c'est sans unité. Bien sûr, vous pouvez aussi, à cette pulsation, trouver la valeur de déphasage. Tangente phi égale à 2 gamma oméga. Je remplace et je trouve voilà, 0,59 radians. Il faut se rappeler que dans les équations, on doit utiliser le radian. C'est très important ça. Bien sûr, la pseudo-pulsation est égale à voilà, 0,87 radians par seconde. Alors, de là, je peux calculer les tangentes θ, c'est-à-dire calculer θ. Voilà, c'est 0,360 radians. Maintenant, le C, c'est 1 plus tangente. Voilà, je trouve que c'est 1,234. Vous pouvez vérifier les résultats. Vous aurez cette équation qui est la solution générale. C'est la solution sans second membre plus une solution particulière. Voilà, tout est défini. On a l'amplitude de la solution sans second membre, on a le gamma, on a la pseudo-pulsation, on a le θ, on a le A, voilà, l'amplitude de la solution particulière, on a la pulsation appliquée 2 et on a le déphasage entre l'excitation et la réponse. Voilà. Et je peux, voilà, à l'aide d'un logiciel qui vous donne la solution. Voilà. Je trace cette équation. Je trace cette équation tout simplement. Il y a des logiciels qui font ça. Alors, je trace et je trouve ça. Voilà. C'est l'équation. Bien sûr, ici, j'ai tracé aussi l'axe de temps. Voilà. Bien sûr, ici, c'est phi de t. C'est la déviation du disque, bien sûr, en fonction du temps. Et j'aurai cette courbe-là. Voilà. En fonction du temps. Alors, comme vous pouvez le remarquer ici, il y a deux parties dans la figure. On a une partie ici, là, voilà,
et une partie là qui, alors la particularité de cette partie, c'est qu'elle va durer dans le temps et elle va garder cette forme là, bien sûr avec une amplitude constante. Et le plus important, c'est que le oméga ici, c'est-à-dire la pulsation avec laquelle elle va évoluer, est oméga appliqué par le moment de la force, bien sûr, de la force, le moment extérieur. C'est ce qu'on appelle le régime permanent, parce qu'il dure dans le temps. Voilà. Alors que cette partie-là s'appelle le régime transitoire. Alors ce régime transitoire, vous voyez que la forme, elle n'est pas, c'est-à-dire, elle ne ressemble pas à cette forme-là. Elle a une amplitude, la première des choses, c'est qu'elle a une amplitude qui change dans le temps. Voilà, une amplitude qui change dans le temps. En plus, bien sûr, elle n'apparaît pas ici avec, c'est-à-dire en clair, mais c'est que la pulsation de ce mouvement-là n'est pas sinusoïdale simple. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire avant que le système entre dans ce qu'on appelle le régime permanent, la solution est la superposition de deux solutions. Voilà ce que la cause du fait que la solution n'a pas une pulsation, c'est-à-dire comme celle qui a été donnée dans le régime permanent. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, vous avez un système qui évolue avec deux pulsations. Voilà, vous avez une pulsation 0,87 et une pulsation de 2. C'est la somme de deux pulsations, c'est-à-dire le système aussi avec deux amplitudes, voilà, deux amplitudes et deux pulsations. Voilà. C'est pour ça que cela donne cette forme-là. Bien sûr, un effet très important ici, c'est que cette partie-là, voilà, cette solution va s'évanouir, c'est-à-dire va s'annuler avec le temps. Voilà. Alors, tant que cette solution n'est pas évanouie, c'est-à-dire elle a une valeur comparable à celle-là, vous avez ce qu'on appelle le régime transitoire. C'est la superposition de deux solutions. Une solution évanouissante qui va s'éliminer, qui va s'évanouir dans le temps, et une solution qui va durer dans le temps. Voilà. C'est une solution qui ne contient aucun terme qui indique un quelconque décroissement de l'amplitude, alors que dans ce cas, il y a un décroissement de l'amplitude, chose qui fait que après un temps donné, cette solution va s'évanouir, va s'annuler. Et on se retrouve enfin avec une solution, voilà, c'est ce qu'on appelle le régime permanent, avec une amplitude, c'est très important, avec une amplitude constante, voilà, avec une seule pulsation. Bien sûr, c'est quelque chose de sinusoïdal. La pulsation, c'est la pulsation appliquée par le moteur. Bien sûr, c'est le système va s'aligner avec la pulsation imposée sur lui. Bien sûr, avec un certain déphasage qui dépend, bien sûr, de cette valeur de oméga. Voilà. C'est pour ça qu'on aura un régime transitoire et un régime permanent qui va durer tant que l'application du moment existe. C'est-à-dire, bien sûr, si on va éteindre le moteur, le système va s'arrêter. Mais tant que le moteur tourne, le système va avoir cette évolution, va avoir cette pulsation bien sûr, et cette amplitude avec un certain déphasage avec l'amortissement. Voilà. Plutôt avec le moteur. Voilà, c'est ce que je viens de décrire ici.
Voilà, vous pouvez le lire. Alors le mouvement de disque commence comme étant la superposition de deux mouvements sinusoïdaux de pulsations différentes, oméga A, la pulsation du système amorti avec une amplitude décroissante à cause du terme exponentiellement gamma de t, et oméga, la pulsation imposée par le moteur avec une amplitude constante. Alors on appelle la période de temps où les deux termes coexistent le régime transitoire, caractérisé par voilà, un mouvement qui n'est pas sinusoïdal, superposition de deux mouvements sinusoïdaux avec deux pulsations différentes, une amplitude qui n'est pas constante. Après un temps fini, le premier terme de la solution générale s'annule et laisse la place au second terme qui, lui, persiste dans le temps. Le système entre dans un régime permanent caractérisé par un mouvement sinusoïdal simple non décroissant avec une seule pulsation oméga, qui est celle de l'excitation extérieure, une amplitude constante et un déphasage phi entre la réponse du disque et l'excitation extérieure. Alors, je dois remarquer ici que la limite entre le régime transitoire et le régime permanent n'est pas exactement définie, puisque la fonction exponentielle ne s'annule jamais, mais on peut considérer que l'amplitude du premier terme est nulle si elle atteint une valeur très petite par rapport à l'amplitude du second terme. Le temps que peut durer le régime transitoire dépend de la valeur du facteur d'amortissement gamma, mais aussi du rapport des amplitudes des deux termes de la solution. Voilà. Alors, pour voir, c'est-à-dire dans la réalité, ce qui se passe pour le régime transitoire et le régime permanent, revenons au laboratoire et on va voir plus en détail ce que se passe sur le système. Alors, je vais remettre le système ici, et comme vous avez plus de connaissances maintenant sur ce qui se passe au début de l'évolution du système, vous pouvez constater voilà, le régime permanent et le régime transitoire. Alors, vous pouvez voir dans le début que les amplitudes, l'amplitude n'est pas la même. Voilà. Alors, voilà, on va voir que voilà. Alors, je vais voir notre régime transitoire. Je vais voir celle-là. Voilà. Bien sûr, ici, je remplace par, c'est-à-dire je fixe la force, la tension à 3, c'est-à-dire avec une pulsation très petite. Voilà. Et vous pouvez voir clairement que au début du mouvement, voilà, le pointeur n'a pas exactement un mouvement sinusoïdal simple. Bien sûr, vous pouvez voir que l'amplitude change dans le temps. Voilà. Et même, voilà, vous pouvez voir que dans ce cas, l'amplitude n'a pas, et même le mouvement n'est pas sinusoïdal simple. Alors c'est ce qu'on appelle le régime transitoire au début de ce mouvement. Voilà. Vous voyez que le mouvement n'est pas sinusoïdal. C'est la superposition de deux mouvements avec deux pulsations différentes. Bien sûr, si on doit laisser le système évoluer jusqu'à ce qu'il entre dans le régime permanent. Et dans ce cas, on va mesurer l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire la réponse du système à l'excitation. C'est-à-dire on doit attendre un peu de temps jusqu'à ce que l'amplitude devienne constante. C'est l'indication qu'on est dans le régime permanent. Voilà, je peux calculer, c'est-à-dire de mesurer le temps pour voir la pulsation à laquelle est soumis le système. Voilà. Et je dois par exemple attendre 1 minute. Voilà. Ça dépend du système que vous avez en face de vous. Mais voilà, c'est ça ce qu'on appelle le régime transitoire. Alors vous pouvez voir par exemple ici, on peut aussi voir le régime
transitoire. Voilà. C'est un autre lago ici. Voilà, je peux calculer, mesurer la pulsation. Voilà. Alors, c'est le régime transitoire. Ça commence par un régime transitoire. Et si vous êtes un peu scrupuleux, vous allez vous convaincre que l'amplitude au début du mouvement n'est pas constante. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit attendre un peu de temps pour que le régime permanent s'installe. Alors, revenons à... Voilà, c'est ce qu'on appelle le régime transitoire et le régime permanent dans la réponse du système à une excitation sinusoïdale. Merci.